Le premier tour de l'élection présidentielle française aura lieu dans une douzaine de jours. La campagne a été marquée par plusieurs revirements et quelques scandales. Selon les plus récents sondages, 4 candidats sont désormais dans la course: Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Peu importe qui gagne, c'est une élection qui redessine le paysage politique français. On en parle avec Frédéric Mirand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et directeur du Cérium. Bonjour Frédéric. Bonjour Noémie. Alors, en matière de spectacle, vous avez été gâté comme passionné de politique européenne. C'est quoi les plus grandes surprises, selon vous, de cette campagne électorale? La plus grande surprise, c'est que le candidat qui était promis à la victoire, François Fillon, a été mis assez rapidement en difficulté au mois de juillet. En décembre, on lui prévoyait une victoire presque assurée. En janvier, il tombait 2e, 3e. Il est maintenant, selon le dernier sondage, 4e dans les intentions de vote au premier tour. Il faut prendre ça avec des pincettes, évidemment. Donc ça, c'est la plus grande surprise de cette campagne. La deuxième surprise, c'est que les grands partis, le Parti socialiste à gauche et les Républicains à droite, ne sont plus ceux qui dominent le jeu, et on voit des candidats issus de la gauche et de la droite radicale. La droite radicale, Marine Le Pen, on savait que ça se passerait bien pour elle pendant cette campagne, mais Jean-Luc Mélenchon de l'extrême gauche, qui mène aussi une campagne assez spectaculaire, surtout depuis la dernière semaine. Bon, parlons donc de lui un petit peu plus, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui explique sa remontée soudaine de dernière minute, et qui est-il exactement? Alors, ce qui explique sa remontée soudaine, c'est en grande partie la déconfiture du Parti socialiste, qui est pris en sandwich entre sur sa droite, on pourrait dire Emmanuel Macron, et sur sa gauche, Jean-Luc Mélenchon. Le candidat qui avait été élu à l'issue de la primaire socialiste, Benoît Hamon, n'a pas réussi à convaincre, et donc à chaque semaine, il n'est plus dans la course, et à chaque semaine, il perd des points qui vont essentiellement à Jean-Luc Mélenchon, qui se présente comme étant le candidat de la véritable gauche, qui n'a pas fait de compromission. Alors, qui est-il? Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui vient à l'origine du Parti socialiste. Il a été ministre socialiste. Il a une longue carrière politique, mais il s'est retiré du Parti socialiste dans les années 2000 en fondant son propre parti, qui s'appelait à l'époque le Parti de gauche. Il a fait une coalition avec le Parti communiste lors des dernières élections, qui s'appelait le Front de gauche. Et aujourd'hui, il se présente beaucoup plus autour de son nom. Il a créé, un peu comme Emmanuel Macron, un mouvement qui s'appelle la France insoumise. Exactement. Okay. Donc, il se positionne à l'extrême gauche, une critique de l'austérité, projet de nationalisation, de critique assez radicale de l'Union européenne, mais aussi plutôt écologiste, plutôt favorable à la migration, mais très anti-mondialisation. Donc, à ce stade-ci, est-ce qu'on sait qui va se retrouver au second tour, ou vraiment, étant donné le rapprochement des 4 candidats dans les sondages, est-ce que ça pourrait être n'importe lequel de ces 4-là? À l'heure actuelle, je pense que ça peut être n'importe lequel de ces 4 candidats. Donc, il y en a 2 qui, selon les sondages, sont toujours autour de 23-26 % des intentions de voix au premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Oui. Il y a François Fillon qui est plutôt à 17-18, mais certains pensent que ce vote pourrait être sous-estimé en raison d'espèces de votes honteux, c'est-à-dire beaucoup d'électeurs de droite qui sont très mal à l'aise avec les scandales de corruption, mais qui, au final, pourraient, dans l'urne, déposer un billet pour François Fillon. Et il y a la grande surprise, Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, il est passé très rapidement de 12 à 15 à 17 ou voire 19 % des intentions de vote. Sa remontée n'est peut-être pas terminée non plus. Elle n'est peut-être pas terminée, mais ça peut être aussi, disons, ça dépend beaucoup de ce que les électeurs de gauche vont penser d'Emmanuel Macron dans les prochaines semaines. Donc, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui sont tentés par le vote Macron pour ne pas se retrouver devant un choix Fillon-Le Pen au deuxième tour. Mais s'ils pensent que Macron va passer de toute manière, ils pourraient être tentés de voter Jean-Luc Mélenchon. S'ils pensent que Jean-Luc Mélenchon a une véritable chance d'être au deuxième tour, ils vont peut-être voter Jean-Luc Mélenchon aussi. Donc ça, c'est la grande inconnue des 2 prochaines semaines. Ah, c'est complexe parce que, bien sûr, en France, il y a le premier tour et ensuite, ce sont les 2 meneurs du premier tour qui s'affrontent au second tour qui aura lieu le 7 mai. La question, c'est qui a vraiment ce qu'il faut pour rallier une majorité d'électeurs et éventuellement battre Marine Le Pen du Front national au second tour? C'est la question pour ceux qui seraient mal à l'aise avec l'élection d'une présidente d'extrême droite en France. Oui. Mais dans tous les cas de figure, encore une fois, ce que les sondages nous disent, c'est que les candidats Macron, Fillon et même Mélenchon sont probablement en mesure de battre Marine Le Pen au deuxième tour.
avec des ordres de 52 à 61 % de majorité au deuxième tour. Mais tout dépend du taux d'abstention aux élections. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, d'électeurs qui pourraient dire « j'ai voté pour Fillon au premier tour ». Mais au deuxième tour, si c'est un combat Mélenchon-Le Pen, peut-être que même Le Pen m'intéresse davantage ou je ne vais pas voter du tout. Et donc, ça demeure un inconnu. Le Pen a toujours une véritable chance de gagner le deuxième tour et on ne sait pas véritablement qui a le plus de chances de la battre parce que si on regarde les sondages, ce serait plutôt Emmanuel Macron, mais il y a des questions qui se posent sur la solidité de son vote et sur sa capacité à aller chercher le vote de droite, mais aussi le vote de gauche s'il passait au deuxième tour. La dernière fois que le Front national s'est retrouvé au second tour d'une élection présidentielle, c'était en 2002. C'est Jean-Marie Le Pen qui était chef à l'époque. Et vraiment, les Français étaient sortis massivement pour lui barrer la porte, lui barrer la route au second tour. Jacques Chirac l'avait emporté à l'époque avec plus de 80 % des voix. Est-ce que... à cette époque-ci, Marine Le Pen fait moins peur? Est-ce que les Français se sont habitués à l'éventualité que le Front national soit au pouvoir? Je pense que oui. Le scénario de 2002, dans lequel 82 % des gens, ou presque, avaient voté contre Jean-Marie Le Pen, ne va pas se reproduire cette fois-ci. Ça va être beaucoup plus serré. D'abord parce que Marine Le Pen, au premier tour, recueille beaucoup plus de votes que son père l'avait fait au premier tour en 2002. Pas tout à fait le double, mais environ 30 à 40 % de plus de voix. Donc, elle a une base plus solide. Deuxièmement, parce que, comme vous le dites, elle a entrepris une stratégie de dédiabolisation qui a fonctionné. Donc, il y a beaucoup moins d'électeurs qui ont peur du Front national aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 15 ans. Beaucoup moins d'électeurs qui l'associent à ce que le parti a été historiquement, c'est-à-dire un parti antisémite, ouvertement raciste, issu de l'extrême droite vichiste de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a eu des changements générationnels qui facilitent la stratégie de Marine Le Pen. Et il y a peut-être encore davantage, chez beaucoup d'électeurs de gauche, notamment, on entend le désir de ne pas se faire avoir de nouveau. Donc, en 2002, les gens ont voté pour Jacques Chirac en se pinçant le nez un petit peu. Et on entend beaucoup de gens qui disent « cette fois-ci, on ne m'y reprendra pas ». C'est une position qu'on peut évidemment comprendre, mais si vous regardez le programme de Marine Le Pen, ça demeure un programme qui est extrêmement radical à bien des égards. Sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, rétablissement des frontières. Il y a vraiment... le programme demeure très, très à droite. Anti-immigrants. Anti-immigration notamment. Oui. Mais c'est vrai que dans la forme, c'est un discours qui s'est banalisé. Comment on explique justement cette débandade que vous évoquiez plus tôt des partis traditionnels? C'est vraiment une élection, peu importe qui gagne, c'est une élection qui aura vraiment donné lieu à un réajustement des forces politiques en France. Comment on en est arrivé là? D'abord, c'est pas un phénomène proprement français. Dans toutes les démocraties occidentales, on observe qu'il y a une fragmentation du vote, que les partis qui traditionnellement recueillaient ensemble ce qu'on appelait les partis de gouvernement, qui recueillaient 70 à 80 % des intentions de vote, ne sont plus capables de le faire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le système français vient probablement accentuer ce phénomène un tout petit peu parce qu'avec le vote à deux tours, au premier tour, vous pouvez décider de voter pour le parti dont vous êtes le plus proche. Donc, il y a historiquement toujours eu une certaine fragmentation du vote au premier tour, mais les candidats des grands partis qui avaient une histoire, comme le Parti socialiste ou les gaullistes, réussissaient à avoir suffisamment d'avance, même si en fait ils étaient autour de 20, 25, 30 %, ils n'avaient pas non plus 50 %, mais pour être vraiment en force, en position de réunir tous les autres électeurs derrière eux au deuxième tour. Et peut-être le dernier point qui est plutôt conjoncturel, c'est qu'à droite, normalement, les républicains auraient dû gagner cette élection. C'est un grand parti qui avait fait une primaire qui avait été un grand succès. Plus de 4 millions d'électeurs s'étaient déplacés pour voter à la primaire républicaine. Beaucoup d'insatisfaction face au gouvernement Exactement, les copes bien garnis. Donc, normalement, les républicains, si ce n'avait été des histoires de François Fillon, auraient dû remporter cette élection. À gauche, le Parti socialiste est très abîmé par le gouvernement de François Hollande qui a réussi... on fera évidemment le bilan bien plus tard de ce gouvernement, mais qui a réussi à décevoir à la fois le centre qui part vers Macron et la gauche qui part vers Jean-Luc Mélenchon. Rapidement, en terminant, il y aura en France des élections législatives en juin. Donc,
Comment ça fonctionne? Est-ce que le candidat qui remporte la présidentielle, forcément, c'est le même parti qui remporte les législatives? Puis là, bon, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de parti. Comment ça va fonctionner? Alors, j'espère qu'il nous reste encore quelques minutes, monsieur le réalisateur, parce que, en fait, c'est la question clé de ces élections. On peut faire l'hypothèse que ce sera probablement Macron, voire Fillon, qui gagnera l'élection présidentielle. Mais la grande question, si c'est Macron notamment, mais aussi si c'est Fillon, et même si c'est Marine Le Pen, c'est seront-ils en mesure d'obtenir une majorité législative qui leur permettra de gouverner? Parce que sans la majorité législative, le président est une fonction presque honorifique dans le système français. Et là, le fait que les partis se soient désintégrés pose un véritable problème. Emmanuel Macron n'a pas de parti, donc il va organiser une investiture de ses candidats dans le mois précédant l'élection législative. Donc, ça laisse très peu de temps. Effectivement. Notamment parce qu'il ne veut pas des gens... il veut que la majorité de ses candidats soit issue de la société civile, n'ait pas d'expérience politique. Donc, ça va être toute une histoire. C'est un défi. Pour Fillon... plus facile parce qu'il a un parti qui existe, les Républicains, donc ça devrait poser moins de problèmes, mais c'est lui qui a le moins de chances d'être élu à l'heure actuelle à la présidentielle. Et troisièmement, pour Marine Le Pen, on peut imaginer que beaucoup d'électeurs soient prêts à vivre avec Marine Le Pen comme présidente, mais ne veulent pas lui donner la majorité législative. Et donc, ça pose toute la question de savoir comment pourra-t-elle mettre en œuvre son programme très radical si elle ne réussit pas à réunir une majorité. Donc, le scénario très probable à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une cohabitation d'entrée de jeu, c'est-à-dire un président qui n'ait pas la majorité législative ou qui ne soit pas capable de former une majorité stable, c'est-à-dire qui repose sur des coalitions de partis qui nécessairement seront toujours assez fragiles. Encore une fois, c'était passionnant, Frédéric Mérand, de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu. Cette élection présidentielle nous a réservé bien des surprises. Merci d'être venu nous éclairer sur le sujet. Rendez-vous le 23 avril.